Bonjour Monsieur Gomard, vous êtes historien et directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, depuis 2015. Avant cela, vous étiez déjà directeur du développement stratégique ainsi que du centre Russigny. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en histoire des relations internationales à Paris 1 et diplômé d'HEC d'un EMBA. Vous concentrez notamment votre activité sur l'espace post-soviétique, mais abordez un large éventail de questions internationales comme la sécurité, l'énergie ou encore la gouvernance numérique. Vous avez pu acquérir une grande expertise internationale en étant Lavoisier Fellow au MGIMO de Moscou, mais aussi Visiting Fellow à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris, ainsi que Marie Curie Fellow au Department of War du King's College à Londres. En janvier 2019, vous publiez votre plus récent livre, L'affolement du monde. Dans ce livre, vous analysez 10 enjeux géopolitiques comme le poids de la puissance chinoise américaine, la renaissance russe, la crise écologique, l'avenir de l'Europe, ainsi que bien d'autres sujets intéressants et qui sont expliqués de façon abordable pour nous, lycéens. Votre livre a par ailleurs été récompensé du prix du livre de géopolitique 2019. On a une question sur votre livre, L'affolement du monde. Lou, c'est à toi. Oui, Monsieur Gomard, bonjour. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, justement, sommes-nous affolés? Votre livre se nomme effectivement L'affolement du monde. Pensez-vous que la population, qu'elle soit française, européenne ou mondiale, n'aurait pas suffisamment conscience des changements géopolitiques qui vont survenir? Et selon vous, quelles pourraient être alors les conséquences de ce manque de conscience? Merci pour votre question. D'abord, il faut rendre le titre, je le dois à Nathalie Richer, mon éditrice. On a eu des très longues conversations où, en fait, j'essaie de trouver une manière d'exprimer cette impression d'accélération, d'emballement. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah, vous pensez pas que ça serait affolement? Et je dis, mais oui, oui, absolument, c'est le bon mot. Alors là où vous avez entièrement raison, c'est qu'à mon avis, cet affolement est ressenti très différemment selon les pays et selon les régions. C'est-à-dire qu'en fait, il est ressenti, je l'indique dans l'introduction du livre, il est davantage ressenti en Europe qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Européens sont en train de comprendre que ils ont vécu pendant plusieurs décennies sur l'idée selon laquelle leur modèle avait vocation, au fond, à se propager à travers le monde. C'est d'une certaine manière, pour simplifier à outrance, un des éléments de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse. Et depuis, on va dire, je ne sais pas le dater précisément, peut-être 2005, 2008, enfin depuis une quinzaine d'années, ils se rendent compte qu'en fait, le monde à l'extérieur de l'Union européenne est de plus en plus difficile pour eux, pour toute une série de raisons sur lesquelles on va venir. Et ça suscite assez mécaniquement une impression de perte de terrain, une posture fondamentalement défensive psychologiquement, qui n'est pas évidemment ressentie de la même manière quand vous êtes en Chine, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes dans les pays du Golfe ou je sais pas, en Australie. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est, votre question est très intéressante, c'est-à-dire, au fond, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'il ne faut pas s'affoler? Alors, moi, j'ai écrit ce livre précisément pour ne pas céder à l'affolement et pour essayer d'être le plus lucide possible. Je pense que c'est en fait le meilleur antidote, et a fortiori quand on est européen, c'est-à-dire qu'on oublie quand on est européen à quel point on est quand même dans un environnement extrêmement privilégié. On regarde la situation internationale. Et donc, je l'ai écrit pour essayer de dire au lecteur, voilà, quels sont les grands sujets qui, pour moi, vont dessiner la trajectoire européenne ou vont orienter la trajectoire européenne à court, à moyen et à long terme. C'est vrai que ce qui me frappe, si vous voulez, alors, il y a deux phénomènes assez contradictoires. Vous avez un intérêt très fort pour les questions internationales, et d'ailleurs le fait que vous vous réunissiez aujourd'hui l'illustre. Le fait, par exemple, que la géopolitique devienne une option dans le secondaire traduit en fait une appétence pour tous ces sujets. Et ça, c'est très encourageant, c'est-à-dire qu'il y a c'était inimaginable, si vous voulez, à mon époque. Moi, j'ai passé le bac en 1991. On parlait pas du tout. On parlait très, très peu il y avait des relations internationales au programme, mais il y avait pas d'option géopolitique. Donc, vous avez cette évolution-là. Et de l'autre côté, vous avez, de mon point de vue, une très profonde méconnaissance dans certains milieux. Et je pense en particulier alors je ne porte pas de jugement de valeur du tout, mais certaines méconnaissances sur le monde tel qu'il est, en particulier dans des milieux politiques. C'est-à-dire une vision très auto-centrée et une impression d'une France dans une Europe, à mon sens, beaucoup plus enjolivée que la réalité. Et donc, en fait, tout ce travail, si vous voulez, c'est de ne pas céder à l'affolement, et c'est également d'éviter à la fois le déni de réalité, en particulier pour un pays comme la France, et sans sombrer dans le dénigrement de soi, qui est aussi une pente
prise par certains. Donc, pour résumer ma réponse, si vous voulez, c'est très important d'être lucide, parce que si on n'est pas lucide, on n'arrive pas à apprécier une situation, je dirais, correctement. Et il y a un mot que j'utilise beaucoup dans mon travail, que je vous encourage aussi sur lequel je vous encourage à réfléchir, c'est le mot de jugement. C'est-à-dire comment on se forge son jugement sur une situation et en particulier sur une situation internationale. Et j'espère que le livre contribue à aider le lecteur à forger son jugement. On a une question de Théophile. Bonjour Monsieur Gomard. Selon vous, comment la revendication des terres arctiques ainsi que la fonte des glaces bénéficieront à la Russie afin d'occuper une place plus importante sur la scène internationale? La route de l'Arctique pourrait-elle dépasser celle de la soie? Merci Théophile pour votre question. Alors, vous avez raison, il y a un enjeu géostratégique extrêmement important sur le pôle Nord, parce que en fait, le pôle Nord, ce qu'il faut comprendre, c'est que compte tenu du caractère sphérique de la Terre, c'est un endroit très important pour les enjeux nucléaires. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sous-marins nucléaires qui sont dans cette zone pour la raison suivante, c'est quand vous les frappez, en fait, en frappant depuis le pôle Nord, vous avez des distances réduites. Donc, c'est une zone qui, pendant toute la guerre froide, a été une zone hautement stratégique. Ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique, c'est qu'il y a en fait une fonte des glaces, à la fois au pôle Nord et au pôle Sud. Et aussi, j'y reviendrai, sur l'Himalaya, ce qui a des conséquences, à mon avis, très importantes. J'en parle pas dans le livre, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'évolution des relations entre l'Inde et la Chine, notamment en raison de la fonte des glaces en Himalaya et tous les problèmes, tous les sujets hydrographiques qui sont liés à cela. Mais pour revenir au pôle Nord, effectivement, vous avez cette fameuse route du Nord qui est devenue une réalité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bateaux partent d'Asie et arrivent en Europe ou inversement, en raccourcissant ainsi leur route. Alors, c'est pas une route qui est très régulièrement empruntée, mais il y a des secteurs d'activité et en particulier, vous avez un projet extrêmement important qui s'appelle le projet Yamal dans le nord de la Russie, qui est un projet d'exploitation de gaz, qui est du gaz ensuite qu'on liquéfie pour le transporter et qui, en raison de la fonte des glaces, est un projet qui est allé beaucoup plus vite que ce qui était prévu en termes de rotation. Ça, c'est le premier élément. Il y a un élément, si vous voulez, de route maritime. Et quand on parle de mondialisation, il faut comprendre que la mondialisation, c'est avant tout une maritimisation. Ce qui a fait l'objet qui symbolise le mieux la mondialisation, c'est le container. Parce que avec le container, c'est quelque chose d'assez récent. Le container, c'est une invention des années 50. Mais avec les containers, au fond, le commerce international a pu croître de manière extrêmement forte depuis 6 décennies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'ouvrir une ligne maritime et de la fermer. C'est extrêmement souple par rapport à une liaison aérienne ou une liaison ferroviaire et que surtout, les capacités d'emport sont sans comparaison. Donc, vous avez un premier aspect qui est la route maritime. Vous avez un deuxième aspect, c'est qu'au pôle Nord, il y a beaucoup d'exploration et l'idée sur laquelle il y a beaucoup de ressources gazières et pétrolières à découvrir. Ensuite, vous avez la raison stratégique que j'ai évoquée en préambule. Et puis, vous avez une quatrième raison, c'est qui est liée au côté pétrole et gaz, c'est que vous avez aussi beaucoup de ce qu'on appelle des terres rares. Les terres rares, ce sont des minerais extrêmement important dans la construction d'un certain nombre d'appareils, notamment électroniques. Le moindre smartphone a toute une série de composantes de terres rares. Et donc, l'Arctique redevient, si vous voulez, une zone de tension géopolitique parce que la Chine est de plus en plus présente. La Russie a une avance très forte, c'est-à-dire qu'il y a toute une expertise russe sur l'Arctique qui n'a jamais été abandonnée, même pendant les années de déshérence post-URSS, et qui a été réinvestie très fortement depuis une décennie. Les États-Unis, le Canada, le Danemark, évidemment avec le Groenland, la Norvège sont des acteurs extrêmement présents. Et donc, effectivement, sur la situation au pôle Nord, elle va être très modifiée par la fonte des glaces. Alors, un point, sur l'Arctique, ça se pose un peu différemment parce qu'évidemment, la géographie et les distances ne sont pas les mêmes. Un point sur l'Himalaya, parce que ça, c'est très important dans le sens où de l'Himalaya dépendent au fond tout le système fluvial d'Asie à certains égards. Et donc, il y a un nombre de personnes, 3 milliards de personnes, au fond, qui dépendent d'une certaine manière du système Himalaya si on le prend dans sa globalité. Donc, quand vous avez un cours de géographie sur l'Himalaya, il y a l'aspect altitude, paysage, etc. Mais ayez aussi ça en tête.
C'est-à-dire que la fonte des glaces de l'Himalaya, ça va créer un certain nombre de questions de nature hydraulique, de la capacité de l'Inde et de la Chine, au fond, à maîtriser cette dimension, sachant qu'au fond, toute l'histoire de la Chine, si on devait résumer les choses de manière trop rapide, c'est une histoire de tentative de maîtrise de son système fluvial et de son système hydraulique. Donc là, j'attire aussi votre attention, c'est moins connu que le pôle Nord, et je pense que ce qui est en train de se passer avec la fonte des glaces en Himalaya aura des conséquences géopolitiques très directes. Maintenant, nous allons évoquer un peu plus la Chine et on commence avec une question de Pierre. Merci. Bonjour Monsieur Gomard. Alors oui, à propos de la Chine, en fait, on voit que depuis les années 1990, les échanges sino-africains ont explosé de 3 à plus de 150 milliards de dollars, instaurant une sorte de dépendance commerciale chez la majorité des pays africains. De la même manière, la Chine a prêté près de 130 milliards d'euros aux pays africains en difficulté. Ma question, en fait, elle se divise un peu en trois parties, c'est-à-dire comment est-ce que ces prêts nuisent au long terme et au moyen terme aux États africains, quel est l'intérêt directement de la Chine dans ces prêts, et enfin, comment est-ce que les puissances de l'Occident pourraient réussir à compenser cette omniprésence chinoise? Merci Pierre pour votre question. Alors, c'est un sujet là aussi très passionnant, sur lequel on a fait beaucoup de travaux à l'IFRI. Bon, d'abord, c'est pas quelque chose en soi, vous remontez à 1990, en réalité, c'est quelque chose d'antérieur. Quand vous regardez ce qu'a fait la Chine de Mao dans les années 50, il y avait un investissement sur l'Afrique, parce que ça participait aussi d'un positionnement où la Chine, vous avez dû voir ça dans vos cours d'histoire, se plaçait en leader du tiers-monde. C'est toute cette vague du tiers-mondisme. Le point, évidemment, un élément de réponse très important dans l'action de la Chine en Afrique, d'abord, il est diplomatique. Comme vous le savez, l'obsession de la Chine continentale, c'est Taïwan. Et donc, c'est progressivement, de manière très, très méthodique, d'essayer de décourager ou d'empêcher les soutiens apportés par un certain nombre de pays africains à Taïwan. Ça se fait très progressivement. Ça fait de moins en moins de pays africains qui reconnaissent Taïwan. Tout simplement parce que l'objectif de la Chine, c'est prévu pour Hong Kong pour 2047, leur attachement. Et ensuite, il y a toute la question de l'avenir des relations entre la Chine et Taïwan et l'avenir de ce qu'on a appelé situation un pays, deux systèmes. Donc, ce qui se passe à Hong Kong est extrêmement important, mais le sujet encore plus important, je dirais, c'est Taïwan. La deuxième raison, c'est que la grande difficulté dans laquelle nous sommes, c'est le fait que la rivalité sino-américaine, qui devient l'élément central du jeu international, repose sur deux économies qui ont, je dirais, deux économies extrêmement extractives, c'est-à-dire qui ont besoin de beaucoup de ressources pétrolières, minières, gazières, charbonnières, etc., pour fonctionner. Et donc, il y a la grande différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que les États-Unis, alors on va en reparler probablement, vous aurez probablement une question sur les États-Unis, mais bénéficient d'une beaucoup plus grande autonomie énergétique compte tenu des ressources pétrolières dont ils disposent, gazières dont ils disposent sur leur territoire, que la Chine. Et donc, pour la Chine, il est extrêmement important de nourrir son modèle de développement par capillarité et de récupérer, d'être dans un dispositif, si vous voulez, lui permettant de récupérer des ressources de toute nature. Et alors ça s'observe vis-à-vis de l'Amérique latine, ça s'observe vis-à-vis des pays du Moyen-Orient et ça s'observe en particulier vis-à-vis des pays d'Afrique. Donc la pénétration chinoise, effectivement, s'est beaucoup accentuée depuis, on va dire, à partir, je dirais, effectivement des années 90, je reprendrai votre chronologie, et elle passe par différents vecteurs. Donc, vous avez notamment une pénétration qui se fait par le golfe de Guinée, qui permet d'accéder à la République centrafricaine, au Congo, etc., très riche en terres rares notamment. Elle passe par des partenariats avec des pays comme le Soudan du Sud, le Sud-Soudan, avec l'Éthiopie, pays extrêmement important dans le dispositif chinois. On pourrait multiplier les exemples, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une diaspora chinoise en Afrique qui est estimée à 1 million de personnes. Diaspora, d'ailleurs, ce qui a été très remarqué lors de l'intervention anglo-française en Libye en 2011, c'est que la Chine a été capable d'évacuer ses ressortissants. Il y avait 30 000 Chinois en Libye qui ont été évacués, ce qui montre aussi tout le progrès réalisé par la Chine. Alors, le troisième élément, c'est celui que vous avez indiqué, c'est-à-dire l'élément d'investissement et le niveau de dette. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine dit la chose suivante aux pays africains,
et en ce sens se singularise par rapport aux Européens, qui est de dire en fait nous investissons sans conditionnalité politique. Alors que vous avez beaucoup de pays européens qui subordonnent encore leur aide au développement à de la conditionnalité politique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un régime d'élection, etc. La Chine ne fait absolument pas de la conditionnalité politique un élément de sa décision. L'autre aspect, c'est que ces pays africains ont un besoin immédiat, compte tenu de leur croissance démographique, pour des infrastructures. Et donc disent, oui, on sait que ce n'est pas idéal avec la Chine, mais en fait, ce sont les seuls à investir. Ou alors, ce sont les seuls à investir si rapidement et dans ces proportions. Et en ce sens, les partenaires chinois répondent alors que les partenaires européens ou plus largement occidentaux ne sont pas présents. Donc ça, c'est un élément. Alors après, là où votre question est très, très pertinente, c'est dans la situation actuelle, c'est-à-dire que quel va être le comportement de la Chine si un certain nombre de pays africains, et c'est ce qui se profile évidemment avec la crise très violente que nous traversons, ne peuvent pas honorer leurs engagements financiers. C'est-à-dire, quelle va être son attitude? Et là, il y a des cas de figure, à mon avis, très différents selon les pays. C'est aussi l'idée, à mon avis, poursuivie par le président Macron lorsqu'il a parlé de la nécessité d'annuler une partie de la dette des pays africains à cause du Covid. C'est évidemment un sujet de première importance pour la Chine qui a des encours extrêmement importants en Afrique. Nous allons maintenant vous poser une question sur les États-Unis, justement. Donc, Simon, c'est à toi. Oui, alors bonjour Monsieur Gomard. Donc, on a pu constater pendant cette pandémie mondiale que la Chine est le seul pays qui se révèle être avec un taux de croissance positif. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils encore se réaffirmer et peuvent-ils encore se réaffirmer face à l'Empire du Milieu? Merci Simon pour votre question. Alors là aussi, c'est une question très fondamentale, c'est-à-dire c'est la nature de la relation sino-américaine. Bon, vous avez toute une réflexion en relations internationales sur ce qu'on appelle l'ascension d'une puissance, comment une puissance prend la place d'une autre. Et souvent, l'exemple qu'on prend, c'est la manière dont l'Allemagne bismarckienne a contesté la puissance britannique et comment cette contestation a abouti à la Première Guerre mondiale. L'autre exemple qui est très étudié, c'est la manière dont le leadership est passé entre le Royaume-Uni et les États-Unis, justement entre les deux guerres. Et donc, la question, en fait, c'est est-ce qu'on est sur un modèle, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, est-ce que le point de comparaison, c'est l'Allemagne bismarckienne ou est-ce que c'est le deuxième cas de figure? Ce qui est certain, c'est que la Chine, si vous voulez, d'ailleurs c'est très bien que vous ayez fini votre question sur l'Empire du Milieu, en fait la Chine considère qu'elle a une légitimité historique sans équivalent, parce que au début de notre ère, vous aviez l'Empire romain et l'Empire chinois, qui étaient d'ailleurs assez comparables en taille à certains égards. Et donc la Chine se voit comme le seul pays avec l'Égypte, héritier direct d'une civilisation antique. Donc, 5000 ans d'histoire, c'est dans tous les discours de Xi Jinping. Et donc, aux yeux des Chinois, si vous voulez, les Américains sont des arrivistes à certains égards. Ils ont 200 ans, un peu plus de 200 ans d'histoire. C'est pas. Et c'est extrêmement important parce que dans tous les discours de Xi Jinping, vous avez cette référence civilisationnelle sur laquelle se greffe une référence idéologique, c'est-à-dire que la Chine est dirigée par le Parti communiste chinois, qui est une organisation léniniste dans sa structuration, très opaque. Et que l'objectif de la Chine, là aussi ça apparaît dans tous les discours, il est double. Il est d'être la première puissance mondiale en 2049, date du centenaire de la République populaire de Chine. Et en même temps, cette première place doit permettre de laver l'affront des traités inégaux du 19e siècle imposés par les Européens, les Russes aussi d'ailleurs et les Américains, à la Chine à la suite de la guerre de l'opium. Et ça, c'est très, très structurant. Alors, après, la question sur… donc, on a l'impression d'une dynamique aujourd'hui côté chinois, vous avez rappelé les chiffres, et puis des États-Unis qui semblent en plein désarroi. C'est aussi très lié à la nature et au type de présidence exercée par Donald Trump. Cela étant, je pense qu'il faut aussi jamais perdre de vue de la centralité des États-Unis. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, c'est que les États-Unis ont décidé de ne plus être le garant ultime
du système international parce qu'ils considèrent, ont-ils raison ou tort, c'est un autre débat, mais ils considèrent qu'en fait le coût de maintien de ce système international est plus onéreux qu'une politique de puissance exercée dans un cadre, je dirais, avant tout bilatéral. Donc ils ont renoncé à ça, mais à mon avis, ils n'ont pas du tout renoncé à être le primus inter pares et de rentrer dans une logique très transactionnelle avec les autres puissances. Et quand vous regardez les choses comme ça, c'est quoi le grand différentiel entre la Chine et les États-Unis? D'abord, à la différence de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, pendant la guerre froide, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis étaient leurs alliés militaires. Avec la Chine, c'est plus le cas. C'est-à-dire que la Chine est, après l'Union européenne, le principal partenaire commercial des États-Unis et son rival stratégique. Donc ça crée une situation très, très inédite, à la fois d'intrication, d'imbrication et également de très forte rivalité. Alors, quand on regarde un peu les différents attributs de puissance, je n'ai pas le temps de le faire en détail, mais il y a une chose qui est quand même extrêmement frappante, c'est la capacité des États-Unis à avoir une vraie politique globale. C'est probablement le seul pays à pouvoir le faire à ce point. La Chine tente, mais n'a pas les mêmes outils. Et une bonne partie de cette dimension globale repose sur, je dirais, 3 éléments. D'abord, la puissance militaire. Les États-Unis sont à plus de 700 milliards de dépenses militaires par an. La Chine est à près de 250 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous additionnez les 10 budgets militaires qui suivent celui des États-Unis, ces 10 budgets sont équivalents à celui des États-Unis. Donc, une stratégie de moyens, si vous voulez, qui ne cesse de se renforcer, en particulier dans le domaine spatial, et qui repose sur ce que j'explique dans le livre, sur ce qu'on appelle la maîtrise des espaces communs. C'est-à-dire qu'il faut être capable à la fois d'être dominant dans l'espace exo-atmosphérique, dans l'espace aérien et en haute mer, et le tout étant énervé par le cyber. Donc, le premier pilier, c'est le militaire. Le deuxième pilier, c'est le dollar, ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar. Le fait que c'est la monnaie de référence, et que cette monnaie de référence, le fait que ce soit une monnaie de référence, est très lié au statut de puissance que l'on accorde aux États-Unis. Puis il y a beaucoup d'autres outils de puissance, mais il y en a un autre sur lequel je voudrais insister, qui est le droit. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de la part des États-Unis une utilisation du droit avec des lois qui ont de plus en plus une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qui s'appliquent bien au-delà du territoire des États-Unis ou des juridictions américaines. Et c'est très avancé, très poussé, notamment pour tout ce qui a trait au numérique. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais vous avez probablement entendu parler de l'affaire Snowden en 2013, qui est un lanceur d'alerte. Snowden a mis en évidence la manière dont les États-Unis avaient un dispositif au fond de surveillance globale, unique, et qui s'exerçait notamment aux dépens des Européens. Et donc, le problème, notamment pour les Européens, c'est ce degré aussi de dépendance, en fait, vis-à-vis des États-Unis dans le domaine numérique. Maintenant, nous allons parler un peu plus de l'Europe, et donc on a une question avec Louis. Bonjour, Monsieur Gomard. Pensez-vous que la crise économique que nous traversons va avoir un impact conséquent sur les budgets militaires des pays européens et ainsi ralentir les projets communs de l'Union européenne qu'on a vu se former? De plus, quelle priorité pensez-vous que l'Europe doit se fixer en matière de défense? Merci Louis pour votre question. Alors ça aussi c'est très bien, c'est une très bonne question parce qu'effectivement il y a tout en fait, pour vous dire les choses en tendance, les Européens depuis le début des années 70 en tendance n'ont pas cessé de désarmer. Et en particulier, ils ont continué à désarmer de manière accélérée après le 11 septembre 2001. À l'inverse, les autres régions du monde, États-Unis, Chine, Russie, pays du Golfe, ont fait un effort militaire très significatif depuis le début des années 2000. Pour faire simple, vous avez la courbe des Européens qui est comme ça et la courbe des autres qui est comme ça. Ça, c'est le premier constat. Alors, il y a eu tout un débat sur, vous avez peut-être entendu parler, de dire en fait les pays européens dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays européens qui ont cessé de financer leur effort de défense parce qu'ils considèrent qu'ils ont la garantie de l'OTAN. Et donc, vous avez un débat en disant il faut être pendant la guerre froide, pour vous donner un ordre de grandeur, un pays comme la France était entre 3,5 et 4% de PIB de dépenses militaires. Aujourd'hui, on est à 1,7, 1,8. Donc, ça peut vous sembler très peu, mais en réalité, comme c'est sur des sommes importantes, ça a des effets d'échelle démultipliés. Donc, il y a un débat au sein de l'OTAN disant qu'il faut être à 2% de PIB de dépenses militaires. Ensuite, un pays comme la France a, depuis 2017, refait un effort de défense extrêmement significatif
parce que a considéré qu'il y avait une dégradation de l'environnement stratégique rapide et que ensuite cette dégradation de l'environnement stratégique s'était notamment observée à la fois avec les attentats sur le territoire national, des attentats de 2015, et également une situation de prise de conscience de ce qu'on appelle la compétition des puissances, c'est-à-dire le fait que les États-Unis et la Chine sont en rivalité, que la Russie a aussi conduit des opérations militaires et qu'un certain nombre de puissances comme la Turquie, etc., également progressent en matière militaire. Donc, l'effort a été fait en 2017. Maintenant, là où vous avez entièrement raison, c'est que vous voyez déjà des voix s'exprimer sur le fait de dire ça va être très difficilement tenable compte tenu des ajustements et du coût des nécessaires financements de la crise liée au Covid. Alors, il faut bien comprendre, c'est très difficile de se rendre compte des sommes d'enjeux, mais c'est vrai que cette crise et le coût financier de cette crise, vous allez, mes chers amis, le porter pendant toute votre vie, en fait. Moi aussi, d'ailleurs. Les baby-boomers, beaucoup moins. Mais il n'y a pas d'argent gratuit, en fait. Donc, c'est ce niveau d'endettement, à un moment ou à un autre, si vous voulez, va conduire à des ajustements ou à des choix budgétaires. Et là où votre question est très bonne, c'est que souvent, le militaire est une des variables d'ajustement. Parce que c'est vu comme moins important que la dépense sociale, ou enfin, on pourrait, c'est un débat de nature politique que j'ai pas le temps d'ouvrir. Mais pour aller dans votre sens, autant après 2017, notamment dans les milieux européens, je ressentais un intérêt fort pour les questions d'autonomie stratégique européenne et une volonté. La dépense militaire est aussi très importante pour un point, c'est qu'elle vous permet de maintenir un niveau technologique. Bien souvent, votre niveau technologique dépend de votre dépense militaire parce que c'est par de l'investissement militaire que vous avez des technologies duales. Pour le dire autrement, tout ce que la France, par exemple, a su développer en matière nucléaire, elle l'a fait avec EDF, évidemment, dans le civil, mais également avec tous ces investissements dans le domaine militaire. Et donc, l'aéronautique, le fait que les Européens soient encore dans la course sur le plan aéronautique, c'est évidemment très lié aux investissements qu'ils ont pu faire dans ce domaine-là. En fait, si vous arrêtez ces investissements-là, ça ne se voit pas tout de suite, c'est pour ça que les politiques sont pas forcément très attentifs à cela, mais vous avez des effets en chaîne et votre capacité à maintenir ce qu'on appelle une BITD, une base industrielle technologique et de défense, qui sont des emplois hautement qualifiés et qui sont des conditions d'indépendance pour le coup, est très difficile à maintenir. Donc, pour la suite, effectivement, je pense que ça sera un des sujets et que la tendance, à mon avis, au Parlement européen est beaucoup plus favorable à des choix de type financement de la transition énergétique que des choix de type financement de l'autonomie stratégique européenne. Alors, on a une avant-dernière question sur ce thème du coronavirus avec Dimitri. Bonjour Monsieur Gomard. Quels ou sont été le ou les systèmes politiques les plus efficaces pour faire face à la crise sanitaire et économique? Et peut-on s'attendre à une propagation de ce type de gouvernement dans le monde? Merci Dimitri pour votre question. Alors, vous avez effectivement eu une sorte de hit-parade des pays qui auraient le mieux traversé la crise du Covid. Alors, je pense d'abord, il faut rester très prudent parce que là, vous avez des effets de ce qu'on appelle le soft power ou des effets de communication, étant entendu que les chiffres, on ne compte pas la même chose. Vous avez des pays qui, par exemple, c'est le cas de la France, comptent ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire des gens qui sont morts à cause du Covid, mais qui avaient déjà des maladies chroniques, alors que d'autres pays ne vont pas les compter comme morts du Covid. C'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, les chiffres donnés par des pays comme la Chine sont évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Donc, il faut, à mon avis, là aussi, en termes de jugement, ne pas être trop définitif, si vous voulez, sur le jugement qu'on peut avoir sur l'efficacité de tel ou tel système. Bon. Cela étant dit, il y a deux pays qui se distinguent, c'est la Corée du Sud et Taïwan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux pays, en fait, sont des pays qui ont connu des pandémies au cours des dernières années et qui ont donc appris à les gérer et qui, par ailleurs, ont mis en place des dispositifs très intrusifs, mais en les présentant au choix démocratique.
Je pense en particulier aux choix faits par la Corée du Sud en pleine campagne électorale. À l'inverse, vous avez des pays qui n'ont pas pris la situation au sérieux et qui ont eu évidemment, qui ont tardé à la prendre au sérieux. Je pense à des pays comme le Brésil, comme les États-Unis également, et qui ont donc un taux de mort élevé. Alors, une remarque quand même sur, là aussi, parce que c'est une réflexion que vous pouvez conduire en termes de génération. Quand vous regardez le nombre de morts totales du Covid, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est le décalage entre ce nombre de morts totales, qui a fait pour l'instant moins de morts que la guerre de Syrie, et l'ampleur des mesures économiques prises. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Et d'arrêter des économies comme elles ont été arrêtées, il y a un décalage qui est tout à fait inédit, si vous voulez. Donc ça c'est, je dirais, la toile de fond. Après, sur le fait de savoir s'il y a des modèles qui se dégagent, je crois que ça doit vous conduire à une réflexion sur tout régime politique, qu'il soit démocratique, ouvert ou autoritaire, repose sur une dialectique entre efficacité et dignité. Et là, on a beaucoup parlé de l'efficacité, on a beaucoup moins parlé de la dignité, en fait. Je me réfère en disant cela aux travaux d'un historien célèbre, Jean-Baptiste Durosel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tout empire périra ». Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très, très intéressant avec cette crise du Covid, c'est à quel point, en très peu de semaines, pour des pays comme les nôtres, il y a eu une remise en cause très profonde d'un certain nombre de libertés publiques, de libertés individuelles, et comment se posent, avec la propagation de la technologie, des questions essentielles sur tout simplement, on appelle la privacy, la vie privée, le respect de la vie privée, de ses données personnelles. Vous baignez votre génération baigne dans tout ça, mais dites-vous par exemple que voilà, en ayant cette réunion Zoom, nous laissons tous des données qui indiquent et qui ensuite peuvent être exploitées, accumulées, agrégées à d'autres données et décider des modèles, des algorithmes, être utilisés, passer au crible d'algorithmes. Imaginez à quel point la manière d'enseigner a été transformée par ce confinement. Imaginez la manière dont les données de santé ont été aussi modifiées par ce confinement. Et donc, je pense qu'il est très important aussi de réfléchir à ce que veut dire la vie privée dans ce contexte. Et je pense que les éléments de transformation les plus importants avec le Covid, c'est pas tellement la lutte entre la Chine et les États-Unis, parce que ça a été un accélérateur de choses déjà identifiées, mais c'est de prendre la mesure de la pénétration dans nos vies des plateformes numériques et du fait qu'en réalité, nous sommes rentrés dans des systèmes économiques où, de la même manière, je parlais des économies très extractives de la Chine et des États-Unis en matière de ressources de matières premières, eh bien, nous sommes dans une économie qui repose sur l'extraction de données personnelles, industrielles, et que les modèles économiques de demain seront basés sur ces agrégations et sur ces exploitations de données. Très bien. Alors, on a une toute dernière question qui porte sur votre livre, et donc c'est Cléa qui va la poser. Bonjour, Monsieur Gomard. Dans le prologue de L'affolement du monde, vous prenez Savonarola, un moine dominicain, et Machiavel, le fameux théoricien politique, comme symbole de l'affrontement entre un domaine religieux qui cherche à imposer ses idées et un domaine intellectuel qui cherche à comprendre et à expliquer. Vous précisez que cet antagonisme s'observe toujours aujourd'hui dans le champ de la politique internationale. On peut peut-être d'ailleurs faire le parallèle avec le mouvement des Lumières qui privilégie la raison à la croyance, et à partir de cela se demander si cette influence religieuse doit encore avoir sa place dans le débat politique, si ce n'est pas finalement un principe archaïque. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette influence est toujours présente, si elle est nécessaire, pourquoi? Merci Cléa, c'est là aussi une excellente question. Alors, d'abord, si vous avez lu effectivement cette partie du livre, vous avez probablement vu que tout ça est parti d'un voyage de classe de seconde. En seconde, j'étais allé à Florence avec ma classe. On s'était beaucoup amusé et je dois dire que j'avais pas tellement été intéressé par les offices, les dômes, etc. Mais j'avais été très frappé par les peintures de Fra Angelico. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque et j'ai toujours gardé le souvenir. Et donc, il se trouve que 30 ans après, je suis retourné à Florence avec ma femme et mon fils. Et donc, j'arrive à un âge, vous n'êtes pas là, mais toujours dans une logique de transmission, en fait. Donc, je voulais l'emmener au couvent Saint-Marin pour voir Fra Angelico, ce que nous filme. Et ce que j'avais absolument pas vu, évidemment, en classe de seconde, m'a beaucoup frappé, c'est que au bout
du grand couloir du couvent Saint-Marc. Évidemment, si vous avez la chance d'aller à Florence, je vous encourage à aller visiter tout cela. Vous avez un buste de Savonarola extrêmement impressionnant. Et il se trouve qu'un peu par hasard, j'étais en train de lire une biographie de Machiavel et que j'ai découvert que le jeune Machiavel venait écouter les prêches enflammées de Jérôme Savonarola. Il faut comprendre que Jérôme Savonarola, c'était un prédicateur qui, à la force de son verbe, a pris le pouvoir dans la Florence de la fin du XVe siècle, pendant 3 ou 4 ans. Il avait mis en place le bûcher des vanités et qu'il appelait effectivement une forme de pureté religieuse qui l'a d'ailleurs conduit à sa fin. Alors, la première chose, ce rappel fait, si vous voulez, le rappel fait, c'est de dire méfiez-vous de vos voyages de classe parce que des graines, ils sont semées et puis on se rend compte que quelques années plus tard, ça peut aboutir à l'idée d'un livre. Pourquoi j'ai fait aussi ce rapprochement, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que la Florence de la fin du XVe siècle est très convaincue de sa supériorité politique, culturelle, économique, et qu'en réalité, elle va très vite devenir la proie des États monarchiques. Et donc, au fond, en tant qu'acteur politique de premier plan, va disparaître. Et je pense que c'est la situation de l'Europe aujourd'hui à l'échelle du monde. C'est-à-dire, on est très convaincu d'une forme de supériorité, et qu'en réalité, on est de plus en plus la proie à l'échelle globale. Si vous voulez, de croire qu'en fait, il faut rejeter la religion parce que ça serait source d'obscurantisme et de ne voir que dans les Lumières la solution à nos problèmes. D'abord, je pense que, si vous voulez, sur l'aspect religion, vous savez, cette phrase de Henry Heine, on ne peut pas embêter quelqu'un pour ses prières, quelles qu'elles soient, quelle que soit la religion à laquelle il se réfère. Les religions poussent effectivement à un certain nombre d'excès, mais la religion, c'est tout simplement aussi le propre système de croyance que nous avons les uns les autres par rapport à des questionnements métaphysiques sur notre raison d'être. Et donc, les religions y apportent des réponses, chacun selon l'éducation qu'on a reçue, selon les rencontres qu'on a faites, s'en détourne ou au contraire y adhère. Et ça relève précisément quelque chose apporté par le christianisme et les Lumières, qui est le choix individuel, le choix de la personne, qui est très propre à la culture européenne au sens large. Donc ça, je dirais, ça relève à mes yeux de la sphère personnelle, mais ce n'est pas du tout antinomique, si vous voulez, avec une analyse lucide des mécanismes du pouvoir tels que je les décris chez Machiavel. Puisque Machiavel était aussi dans un système très marqué par la religion. Mais j'irai plus loin. Je pense que les religions aujourd'hui sont peut-être aussi des discours, au-delà des pratiques, des discours qui posent la question de la limite. C'est-à-dire qu'un des aspects très puissants de la philosophie des Lumières, c'est cette idée de progrès, et d'un progrès qui serait sans limite. Progrès personnel, progrès collectif, tout ce que l'on veut. Et je pense qu'il faut peut-être voir aussi les religions comme des discours qui s'inscrivent dans une tradition, mais permettent de poser une limite. Et ça, c'est à mon sens une question très, très fondamentale. Alors, il n'y a pas que ces discours, il n'y a pas que les discours religieux qui font ça. Il y a tout le mouvement que vous incarnez, votre génération, par rapport au système Terre, est une manière aussi d'essayer de poser des limites dans l'exploitation que l'on peut en faire. Mais de manière très philosophique, très doctrinale, c'est très poussé par les religions, et je pense en particulier à tous les écrits du pape François sur l'écologie. Et ça, c'est à mon avis extrêmement important. Et pour le coup, effectivement, en contradiction avec les Lumières, c'est qu'en fait, nous sommes dans une situation où nos capacités d'anticipation sont très inférieures à nos capacités de transformation. C'est-à-dire que nous n'avons cessé de transformer le monde, précisément avec cette idée de progrès, sans vouloir ou sans être capable d'anticiper les conséquences de cette transformation. Et ça, on le voit évidemment avec en fait la prise de conscience, et ça renvoie au début de notre discussion, d'un système Terre qui est limité en ressources, qui est de plus en plus abîmé, qui est rentré dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une évolution systémique qui est directement corrélée à l'activité humaine. Et ça, c'est quelque chose de très, très récent par rapport à l'histoire à la fois de l'humanité et du système Terre, c'est-à-dire que ça date de 250 ans. Donc, pour finir de répondre, voyez, je pense que on ne peut pas dire, en fait, écarter
d'emblée le discours religieux, encore une fois, quel qu'il soit, hein, je parle du monothéisme comme d'autres religions, mais en disant c'est forcément quelque chose de rétrograde. En réalité, c'est peut-être aussi une manière nécessaire pour penser notre modernité. Alors, dernier point sur Machiavel et sur Savonarole. Si vous voulez, ce qui est fascinant dans la pensée de Machiavel, et je vous invite à lire évidemment Le Prince, c'est à mon avis, vous pouvez faire ça avec votre… Vous êtes en première là ou en terminale? La plupart d'entre nous sont en première, mais il y a également des secondes et un peu D'accord. par Bon. Donc, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je vous encourage à demander de travailler Le Prince. C'est tout à fait abordable. Ce qui est très intéressant avec Machiavel, c'est qu'il y a deux choses à avoir à l'esprit sur des aspects biographiques. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu des postes de responsabilité, c'est-à-dire un haut fonctionnaire en quelque sorte, et qui a décidé à la fin de sa vie de résumer son expérience pour son souverain. Et donc, c'est une sorte de condensé, de dire en fait, voilà, ce que vous n'aurez pas le temps d'apprendre, je vous transmets cela comme un bréviaire, parce que c'était aussi une manière pour lui d'être honoré au sens d'avoir une position privilégiée. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que Machiavel a été torturé. Et donc ça se retrouve beaucoup dans son écriture, c'est que c'est quelqu'un qui a éprouvé la peur. Et ça me renvoie, et ça pourrait être la conclusion de notre échange, c'est qu'en relation internationale, il y a trois facteurs essentiels pour à toujours avoir à l'esprit quand on analyse un comportement d'une situation internationale, qui sont exposés par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. En fait, votre action est motivée par trois choses, principalement. La quête de prestige, et ça, c'est un point extrêmement important. La peur et la convoitise. Et il faut jamais oublier, plutôt que la convoitise, l'intérêt. Voilà. Intérêt, peur, prestige. Et donc, il y a, et ça, je finirai là-dessus, toujours, et on l'a vu, vous l'avez éprouvé, c'est votre première expérience politique, grandeur nature, si j'ose dire. Voyez à quel point la peur, par exemple dans le cadre de la pandémie du Covid, peut justifier des décisions politiques. Et nous en arrivons à la fin. Merci beaucoup, Monsieur Gomard, de nous avoir accordé cette rencontre. C'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez des projets? D'abord, merci pour votre invitation. Merci pour la qualité de vos questions, parce que je vois que vous avez bien vraiment préparé ça et je vous en remercie. Écoutez, le projet, c'est que j'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir à l'IFRI à l'occasion et que nous trouvons ainsi l'occasion de se rencontrer de visu, ce qui sera beaucoup plus agréable. Et puis, je forme des vœux de succès pour vos choix d'orientation. Je pense que voilà, vous avez beaucoup de choses entre les mains. Je vois que vous avez derrière vous là, une superbe bibliothèque. Donc, mon conseil, c'est peut-être, est-ce que je pourrais formuler ça comme ça, moins de tweets et plus de livres.